J'ai beaucoup trop de respect pour votre fonction pour me réjouir de l'exercice auquel vous êtes en train de vous prêter. Devant cette Assemblée qui joue au Parlement, parce qu'elle n'est pas un Parlement, il n'y a pas de peuple européen unique à représenter, devant cette Assemblée largement acquise à Bruxelles, où l'on déplaît quand on évoque les peuples, où l'on plaît quand on communie dans la religion européenne, vous êtes venus pour plaire. Plaire aux puissants, comme vous avez toujours su le faire. Plaire aux plus riches, qui peuvent désormais, selon vos propres mots, se débrouiller tout seuls, s'exonérant de leur devoir de solidarité envers la nation. Plaire aux donneurs de leçons professionnels, à ceux qui, depuis longtemps, ont confisqué le pouvoir et qui ont tourné le dos au peuple. Votre jury est là, dans les rangs de la Commission européenne, et c'est lui qui, chaque jour, vous évalue, et c'est lui qui, aujourd'hui, va vous mettre une note. Rassurez-vous, votre note sera excellente, parce que votre discours a repris, sans surprise, tous les canons du catéchisme européen. Votre jury vous accorde un bon point quand vous parlez de souveraineté européenne, manière on ne peut plus fallacieuse de saper la souveraineté nationale, la seule qui vaille en démocratie. Votre jury vous donne ses encouragements quand vous endossez son ordre du jour, libéralisation, destruction des services publics, ouverture totale des frontières au mépris des risques migratoires insensés et du risque terroriste, condamnation idéologique de toute forme de protection commerciale. C'est vrai, aujourd'hui, vous avez manqué de peu les félicitations du jury parce que vous vous êtes exprimé pour une fois en français, alors que de plus en plus souvent, dans votre expression publique, vous abandonnez la langue de Molière et la francophonie au profit de l'anglo-américain. Mais rassurez-vous, vous restez le chouchou de la Commission. Vous êtes tellement bon élève, tellement bien appliqué à suivre la politique de la Commission et des lobbies, que vous avez déjà rejoint Tony Blair et Matteo Renzi au rang des coqueluches de Bruxelles. Et comme eux, vous êtes condamnés à promettre de réformer l'Union européenne et vous échouez déjà, vous décevez déjà parce qu'elle est irréformable par construction. Vous avez déjà échoué, Monsieur le Président de la République, sur le travail détaché et sur le glyphosate. Alors voilà pourquoi je suis triste. Diriger une vieille nation comme la France est une fonction trop noble pour qu'elle s'abîme dans cette star académie des étoiles pâlissantes du drapeau européen où chacun défile comme un vulgaire élève. Monsieur le Président de la République, ne pataugez pas dans les eaux croupies des technocrates et des lobbies. Le monde ici est déjà le vieux monde. Le monde de demain est celui des peuples qui relèvent la tête. Soyez connectés à cette dynamique de l'histoire. Sous l'impulsion de Nigel Farage, suivi par tant d'autres, le peuple britannique a déjà brisé ses chaînes. Oui, le peuple britannique, que ça vous plaise ou pas, a voté souverainement pour sa liberté et pour son indépendance. La liberté est l'avenir, l'Union européenne est déjà le passé. Parlez donc de la France, Monsieur le Président de la République, et donc parlez au monde comme la France sait le faire quand elle est libre, comme savait le faire le président Chirac en 2003, quand lui savait refuser les guerres américaines. Vous l'avez dit vous-même dans une récente interview à la BBC, si un référendum était organisé en France sur le Frexit l'emporterait. Alors soyez démocrates, faites donc le référendum en France. Offrez aux jeunes la fierté, aux anciens la dignité, à tous la liberté. La France vaut bien mieux qu'un long tête-à-tête épuisant avec Bruxelles et Berlin. La France est un pays sur tous les continents, tous les océans. Nos nations sont des civilisations bien plus brillantes que ne le seront jamais n'importe quel traité européen. Oui, sortons de l'Union européenne pour rentrer dans le monde. Et si d'aventure, Monsieur le Président de la République, cette perspective ne vous séduisait pas, alors vous pouvez vous reconvertir au sein de la Commission européenne ou directement vous faire recruter chez Goldman Sachs. Vous n'aurez fait que griller une étape. Vive le Frexit, vive la liberté de nos nations, vive la France libre. Merci. Président, vous avez une dizaine de minutes si vous voulez répondre aux premières questions que vous a posées du côté du groupe. Si vous voulez prendre la parole tout de suite. Président du Parlement, merci, Mesdames et Messieurs les députés, de m'avoir permis de revivre ce que la Constitution française ne m'autorise plus, c'est-à-dire un débat avec le Parlement. J'étais naguère ministre et j'aimais particulièrement cet exercice. Je ne vais pas reprendre forcément dans l'ordre chronologique, mais essayer de répondre aux principaux points qui ont été soulevés. D'abord, tout de même, quand on parle de souveraineté et quand on parle
qu'il s'agisse des peuples nationaux ou européens, je voudrais faire 2-3 clarifications. Moi, je suis étonné que vous puissiez dire ce que vous ayez dit sur cette assemblée dans laquelle vous êtes. Vous y avez été élu par le peuple français. Vous avez un drôle de respect pour le peuple français de traiter comme cela la fonction qu'il vous a confiée. Alors, si cette assemblée ne vous plaisait pas, il ne fallait pas y venir. C'est tout. Il fallait aller à d'autres élections. Il fallait vous y soumettre. Et quant au projet qui serait le vrai projet français, enfin, les Français l'ont choisi au mois de mai dernier. Vous défendiez l'un et l'autre. Vous défendiez l'un et l'autre. Un projet. Il a perdu. Et il a perdu parce que le peuple français en a décidé ainsi. Mais néanmoins, vous exprimez une colère. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. On doit l'entendre. Et je l'entends. Je l'ai toujours dit. J'ai toujours eu des débats respectueux, y compris dans la campagne, avec Madame Le Pen. Et c'est aussi pour ça que je ne me retrouverai pas dans la facilité des propos qui jugent depuis ici ce qu'il faudrait faire dans un pays en racontant à peu près toutes les bêtises auxquelles j'ai d'ailleurs répondu longuement dimanche dernier. C'est précisément parce que, ici, je suis avec, en effet, la légitimité du peuple français, mais avec toute l'exigence de celui-ci, que je ne peux pas accepter les propos que vous avez tenus sur ce qui se passe dans mon pays. Le premier, pour vous dire qu'il y a une constitution dans mon pays qui n'a pas attendu pour intégrer les libertés fondamentales, une déclaration des droits de l'homme, un préambule de 46, et qui a intégré toutes ces valeurs. Et il y a un conseil constitutionnel pour juger et savoir si les lois respectent la liberté, l'égalité et la fraternité. Les lois dont vous avez parlé, le Conseil constitutionnel, que ce soit par saisine des parlementaires ou par question préjudicielle pour la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, les a jugées. Et donc vous pouvez tenir des propos d'estrade. Ils peuvent vous aller, monsieur, parce que vous avez le confort de ce salon. Mais moi, je n'ai pas le confort de ce lieu. Et j'ai eu la courtoisie de vous écouter. Je vous demande la même courtoisie. J'ai eu cette courtoisie qui est démocratique. Vous êtes un représentant, je suis un autre représentant. Mais la loi sécurité intérieure lutte contre le terrorisme, elle permet de lutter contre les terroristes islamistes dans notre pays. C'est à ce titre qu'elle permet des visites domiciliaires, c'est à ce titre qu'elle permet en effet la protection d'espaces publics. Je l'assume totalement, parce que je suis aujourd'hui le président d'un pays à de multiples reprises attaqué par des terroristes. Et je ne saurais expliquer à mon peuple que nous désarmons face à ce risque, parce que des gens comme vous se permettent de proférer des contre-vérités au nom des principes qui sont ceux ancrés dans notre République et défendus par le Conseil constitutionnel et que porte tout un Parlement. Et au nom du respect que j'ai pour la majorité au Parlement comme pour le Conseil, je ne peux vous laisser dire les bêtises, pardonnez-moi de ce terme, que vous avez ainsi proférées. De la même façon, vous avez évoqué le projet Notre-Dame-des-Landes et compte tenu du temps qui m'est imparti, je ne m'étendrai pas davantage. Nous avons pris des décisions courageuses et qui n'avaient jamais été prises depuis 20 ans pour arrêter un projet qui n'était pas conforme à nos objectifs. Mais les gens qui manifestaient contre ce projet, est-il légitime de les laisser manifester et attaquer les forces de l'ordre quand il n'y a plus d'origine à leurs manifestations? Les projets agricoles, y compris les plus innovants, sont toujours sur place, portés par des gens qui se conforment aux règles. Mais la liberté, l'égalité, la fraternité supposent aussi le respect de l'ordre républicain. Et on ne peut construire aucun projet si on ne respecte pas les règles de la République. Vive la France et vive l'Europe. Je ne sais pas ce que vous mettez derrière la France libre. Si vous mettez la même chose que moi, nous avons toute notre place avec cette interpellation ici. Quant au sujet migratoire, que vous avez été plusieurs à évoquer, ce sujet, et vous avez raison de rappeler les chiffres de M. Smith, est un sujet dont la racine est beaucoup plus profonde et que nous ne réglerons par aucune politique aujourd'hui nationale. C'est pourquoi je pense que s'attaquer à la cause, c'est aider à la stabilisation en Afrique sur le plan de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, ce que nous faisons à l'ONU et dans le cadre de l'intervention française Barkhane aux côtés des États du Sahel. C'est avoir une politique de développement ambitieuse qui seule permettra le développement, l'émancipation de chacun dans son pays.
Et c'est ce que, d'ailleurs, l'Europe, à plusieurs reprises, a soutenu à travers l'idée de ce plan Marshall. C'est ce que nous soutenons et ce que nous faisons à travers l'Alliance pour le Sahel et notre politique. Et c'est la décision que j'ai assumée d'augmenter notre aide publique au développement pour atteindre les 0,55% de revenu national brut à horizon 2022. C'est ensuite une politique de solidarité extérieure et intérieure en Europe. Et c'est la clé si nous voulons avoir une réponse intégrée au risque migratoire. Vous m'avez tout à l'heure entendu parler de ces sujets qui vont occuper et le Conseil et le Parlement dans les prochains mois. Mais je crois très profondément que nous avons besoin d'une solidarité européenne à nos frontières pour nous protéger, comme d'une solidarité à l'intérieur de nos frontières. J'ai fait à ce titre une proposition, mais il y en a beaucoup d'autres, pour pouvoir partager la charge. La France, dans ce domaine aujourd'hui, doit se féliciter de la coopération avec plusieurs États membres, je pense en particulier avec l'Allemagne et l'Italie que je veux saluer, et je pense en particulier qu'avec l'Italie, nous avons montré durant cette dernière année notre capacité à justement œuvrer ensemble. Maintenant, au même titre que celui que j'évoquais tout à l'heure, celui de la cohésion, j'assume des réformes en cours qui visent d'une part à donner une effectivité au droit d'asile, que j'ai toujours défendu et que je défends avec vigueur, mais qui consiste à arrêter un système où il faut 14 mois avant d'obtenir l'asile, ce qui est le cas en France, quand c'est 6 mois en Allemagne, par exemple. Et donc tout le sens de la réforme qui est ainsi portée par la France, c'est de faire converger notre système vers le système en particulier allemand ou de nos voisins, en termes de délai, en termes d'organisation. Le système français aujourd'hui n'est pas à la hauteur du défi migratoire qui est le nôtre. Il est extrêmement long, il ne distingue pas à proprement parler l'asile des autres formes de migrants et il ne permet pas d'avoir un accueil à la hauteur de ce que nous devons aux femmes et aux hommes qui arrivent soit avec des visas, soit pour demander l'asile et être protégés. J'assume totalement cela. Et vous savez, quand je parle de souveraineté d'une Europe efficace, c'est parce que je refuse tout à la fois le projet inacceptable d'un rétrécissement nationaliste, parce que de là où je suis, je l'ai battu. Mais je refuse aussi une forme d'irénisme coupable qui voudrait, en se drapant derrière des principes et en oubliant qu'il faut toujours tenir en même temps la cohésion de nos peuples, qu'il y a une réalité à étreindre. Chesterton avait une belle formule, il disait « Les vrais idéalistes sont des pragmatiques ». Regardez Robinson Crusoe, il n'est pas parti avec des grandes idées de voyage, il est parti avec des jambons, des fromages et une organisation pour pouvoir tenir. Je vous invite à vous inspirer de Robinson Crusoe.